Jusqu'où une famille peut-elle aller pour protéger son honneur? Et peut-on vraiment parler d'honneur lorsqu'une femme sans défense est abattue d'une balle dans une rue déserte en pleine nuit? Cette histoire a commencé comme un beau conte de fées sur l'amour interdit entre un mannequin allemand et l'héritier d'un empire textile pakistanais dans la ville scintillante de Dubaï. Elle s'est terminée sur le bitume froid du quartier de Jumeirah, sous les gyrophares des ambulances, et dans la salle d'audience où le père a signé de ses propres mains son arrêt de mort, en décidant que la vie de son fils et son honneur valaient plus que la vie d'un étranger. Lisa avait 26 ans. Elle a grandi en Allemagne, a travaillé comme mannequin, combinant des séances photos publicitaires, des défilés et des contrats avec des marques européennes et moyen-orientales. Elle a déménagé à Dubaï il y a 2 ans, lorsque son agent lui a trouvé des contrats à long terme avantageux pour des séances photos pour des marques locales de vêtements et de cosmétiques. La vie là-bas lui semblait à la fois sûre et intense. Événements glamour, soirées privées, séances photos sur les toits des gratte-ciel et dans le désert, soirées détendues dans les restaurants du front de mer. Elle avait un petit appartement moderne dans le quartier de Marina, un cercle d'amis dans le monde de la mode, quelques amis proches et un emploi du temps chargé pour les mois à venir. Farhan avait 29 ans. Il était né à Karachi, dans une famille qui gagnait sa vie depuis des décennies dans le secteur textile. Usines, exportations, entrepôts, entreprises de logistique. La fortune de la famille était estimée à environ 200 millions de dollars et Farhan lui-même était considéré comme le fils prodigue, celui qui devait hériter de la direction de l'empire. Il avait été élevé dans un système rigide et hiérarchique où les hommes âgés de la famille prenaient les décisions importantes et où les plus jeunes devaient obéir. Il a fait ses études à Londres sur l'insistance de son père, qui estimait que son fils avait besoin d'une éducation occidentale pour développer l'entreprise. Mais les traditions familiales restaient immuables. Mariage arrangé, fiancés issus du même milieu, respect des aînés, absence de relations honteuses avec des infidèles. Au moment où il a rencontré Lisa, son destin était déjà scellé. Sa famille l'avait fiancé à sa cousine, une jeune fille de Karachi, qu'il n'avait vue que quelques fois lors d'événements familiaux. Le mariage était prévu dans 1 an. Une cérémonie de plusieurs jours, des centaines d'invités, une démonstration de statut et de richesse. Pour le clan, ce n'était pas simplement un mariage, c'était une union au sein de la famille, la garantie que l'argent et le pouvoir resteraient dans la famille. Officiellement, Farhan vivait à Dubaï, où il représentait les intérêts de l'entreprise aux Émirats arabes unis. Réunions avec des partenaires, négociations, expansion des livraisons. Officieusement, cela lui donnait un espace de vie qui n'était pas entièrement contrôlé par ses parents. Ils se sont rencontrés lors d'une fête sur un yacht, un événement typique du monde des affaires et de la haute société, où les chefs d'entreprise, les agents immobiliers, les agents, les mannequins et les relations publiques se mélangent dans un même cocktail. Lisa s'y est rendue grâce à des connaissances de l'agence de mannequins, Farhan, par un partenaire commercial qui organisait cette soirée comme un réseautage dans une ambiance informelle. De la musique jouait sur le pont, des amuse-gueules étaient servis, le champagne coulait à flot, les lumières des gratte-ciel se reflétaient dans l'eau. Dans ce monde artificiel, la fête semblait infinie. Lisa ne l'a pas remarqué tout de suite. Il n'était pas du genre à se démarquer particulièrement par son apparence. Soigné, bien habillé, vêtu d'un costume coûteux mais discret, il se fondait dans le décor. Ils se sont croisés au bar lorsqu'elle a pris un verre d'eau après une journée de tournage et qu'il a commandé un cocktail sans alcool. La conversation a commencé par une brève remarque sur le fait qu'il était difficile de trouver une fête sans alcool à Dubaï, puis a rapidement dérivé vers une discussion sur leurs professions respectives. Lisa a dit qu'elle était mannequin et qu'elle vivait ici depuis 2 ans. Farhan s'est présenté comme un entrepreneur dans le secteur du textile
et a mentionné en passant que sa famille était originaire du Pakistan, de Karachi, et avait des origines conservatrices. Ce soir-là, ils se sont croisés plusieurs fois sur le pont, ont échangé leurs numéros et se sont suivis sur les réseaux sociaux. Cela aurait pu être un simple contact sans engagement. Lisa avait beaucoup d'amis masculins qui s'intéressaient à elle et disparaissaient au bout d'une semaine. Mais dans sa correspondance avec lui, elle a été séduite par son mélange de douceur et de réserve. Il écrivait sans ostentation, s'intéressait à son travail, lui posait des questions sur l'Allemagne, lui parlait de son enfance à Karachi et de ce que c'était que de vivre entre deux mondes, un foyer traditionnel et un environnement professionnel mondialisé. Leur première rencontre était de prudente. Ils se sont d'abord rencontrés dans un café bondé d'un centre commercial, puis dans le restaurant d'un hôtel où se réunissaient habituellement les expatriés. Lisa le percevait comme une personne intéressante mais réservée. Il a immédiatement précisé que sa famille était très religieuse et conservatrice et qu'il ne pouvait pas exposer sa vie privée au grand jour. Lisa était habituée aux hommes qui cachaient tout ou, au contraire, affichaient chacun de leurs faits et gestes sur Instagram. Lui se situait entre les deux, honnête dans ses paroles, réservé dans ses actes. Peu à peu, leurs rendez-vous se sont déplacés chez elle. Là, ils pouvaient parler tranquillement, à l'abri des regards. Le caractère secret de leur romance est rapidement devenu la norme. Pendant 8 mois, ils se sont vus régulièrement. Plusieurs fois par semaine, il venait la voir tard le soir, restait parfois jusqu'au matin. Parfois, il prenait une chambre d'hôtel, loin de leurs lieux habituels. Il lui apportait des cadeaux, non seulement des bijoux ou des sacs coûteux, mais aussi des objets plus personnels. Il lui rapportait du Pakistan des sucreries, des livres, des objets liés à sa culture. Elle racontait à ses amis que, pour la première fois, elle ne ressentait pas un intérêt superficiel, mais un lien profond. De son côté, cela cessait également d'être une simple liaison. Il partageait même avec elle des choses qu'on ne raconte généralement pas. Il parlait de la pression de sa famille, du fait qu'on attendait de lui qu'il se marie par arrangement, de la fiancée avec laquelle il était déjà fiancé, bien qu'il ne lui ait jamais parlé en tête-à-tête. Ce point, les fiançailles, est devenu pour Lisa une ligne qu'elle ne pouvait ignorer. Au début, elle a essayé de considérer cela comme une particularité culturelle, se convainquant que ce n'était qu'une formalité qui pouvait être annulée. Mais à mesure que leur relation devenait plus sérieuse, elle percevait de plus en plus douloureusement son secret. Elle ne pouvait pas publier leurs photos ensemble, elle ne pouvait pas l'accompagner à des événements en tant que couple, elle ne pouvait même pas rencontrer ses amis professionnels. Pour elle, c'était comme vivre dans l'ombre. Pour lui, c'était le seul moyen de maintenir l'équilibre entre ses sentiments et ses obligations envers son clan. À un moment donné, elle lui a posé un ultimatum, pas dans un accès d'hystérie, mais au cours d'une longue et difficile conversation chez elle, lorsqu'il a répété qu'il ne pouvait pas encore parler à son père et qu'il avait besoin de temps. Elle lui a dit qu'elle n'était pas prête à rester éternellement secrète, qu'elle voulait une relation normale, où elle n'aurait pas à avoir honte. Elle lui a dit clairement que soit il disait la vérité à sa famille et la présentait comme sa compagne, soit elle mettrait fin à leur relation, même si cela devait être douloureux. Pour elle, ce n'était pas seulement une question d'amour, mais aussi de respect de soi. Être la petite amie européenne secrète d'un riche héritier à Dubaï n'était pas le rôle dont elle rêvait. Farhan comprenait les conséquences. Son père, Munir, était un homme d'un tout autre calibre, 58 ans, patriarche du clan. Il avait fait passer l'entreprise familiale du statut de simple boutique au marché à celui d'une société signant des contrats internationaux. Il pensait avoir tout fait correctement. Il avait donné à son fils une éducation occidentale, tout en lui inculquant les bonnes valeurs. Loyauté envers la famille, respect des traditions, obéissance aux aînés. Le mariage avec sa cousine faisait partie de ce plan. Renforcer les liens familiaux,
garantir que l'influence et l'argent ne tombent pas entre les mains d'étrangers. Pour lui, l'idée que son fils puisse vouloir épouser une Européenne, qui plus est une Allemande, qui plus est un mannequin, était pratiquement insupportable. Lorsque Farhan s'est enfin décidé, il l'a fait dans les règles de l'art. Lors d'une de ses visites à Karachi, il a demandé à son père de lui parler en privé. Dans cette maison où les murs avaient entendu des dizaines de conversations similaires sur les affaires, les mariages et les affaires familiales, cette conversation avait une résonance différente. Il a dit qu'il avait rencontré la femme qu'il aimait, qu'elle venait d'Allemagne, qu'ils étaient ensemble depuis près d'1 an, qu'il voulait être honnête et ne souhaitait pas mener une double vie. Il a avoué qu'il était fiancé, mais a déclaré qu'il ne pouvait pas se marier par convenance, comme si ses sentiments n'avaient aucune importance. Munir a pris cela comme un coup porté à tout ce qu'il avait construit. Le mot « allemande » dans la conversation résonnait comme un chiffon rouge. Pour lui, elle n'était pas seulement d'une autre religion, elle incarnait tout le monde occidental, qu'il considérait comme une source de dépravation morale, mais qu'il utilisait néanmoins pour développer ses affaires. Il voyait en elle une menace non seulement pour la réputation de son fils, mais aussi pour toute la famille. Il parlait de honte, du fait que personne dans leur cercle ne comprendrait un tel mariage, que les autres familles cesseraient de les prendre au sérieux. Il ordonna à son fils de rompre immédiatement cette relation et de revenir sur le droit chemin. Lorsque Farhan refusa et déclara qu'il n'avait pas l'intention de quitter Lisa, Munir réagit de manière froide et calculatrice. Il annonça que son fils serait mort pour la famille s'il allait à l'encontre de la volonté du clan. Cela signifiait non seulement une rupture émotionnelle, mais aussi la perte de son héritage, son exclusion de l'entreprise et son isolement social complet au sein de leur monde. Pour beaucoup à sa place, cela aurait été un puissant levier, mais Farhan sentait déjà que l'impossibilité de protéger Lisa serait plus douloureuse que tout l'argent du monde. Dans la maison de Munir, la décision ne lui appartenait pas à lui seul. Dans de tels clans, ce genre de situation est soumis à un conseil de famille. 7 hommes âgés de la famille se sont réunis dans l'une des grandes salles. Munir lui-même, ses 2 frères, ses 2 oncles maternels aînés, le frère aîné de Farhan et son cousin, qui jouaient en fait le rôle de cardinal gris. La conversation se déroulait sans les femmes. Le débat se résumait à une seule question. Que faire de cette femme occidentale qui, selon eux, jette un sort à leur fils et détruit l'honneur de la famille? Le raisonnement était dur et primitif. Dans leur esprit, c'était Lisa qui était la source de la honte. Ce n'était pas le système qui mariait des gens sans amour, ni la pression qui les obligeait à cacher leurs relations, mais une femme en particulier qui avait osé exiger d'être reconnue. La solution provisoire dont ils discutaient était simple et d'une brutalité barbare: la retirer de l'équation. Ils étaient convaincus qu'après sa mort, Farhan reviendrait à la raison et rejoindrait sa famille. Il s'agissait d'un mécanisme classique de crime d'honneur, où la vie d'une personne devient le prix à payer pour préserver l'illusion de la décence aux yeux de la communauté. La décision a été prise à l'unanimité. Il ne s'agissait pas d'un accès de colère d'un seul père qui aurait dit des choses qu'il n'aurait pas dû. Il s'agissait d'un complot collectif d'hommes mûrs qui se considéraient comme des autorités morales. La partie pratique a été confiée à 2 personnes, le frère aîné de Farhan, qui avait des relations à Dubaï et comprenait la situation locale, et l'oncle qui s'occupait des affaires sales lorsqu'il fallait résoudre des problèmes sans faire de bruit. Grâce à leurs contacts dans le milieu criminel, ils ont trouvé 2 Pakistanais qui travaillaient déjà à Dubaï comme hommes de main, c'est-à-dire des personnes prêtes, contre de l'argent, à intimider, à passer à tabac ou à éliminer des personnes indésirables. Ils les ont contactés par l'intermédiaire de connaissances à Karachi, ont convenu des conditions de la rencontre, des montants et des garanties.
La somme proposée, 50 000 dollars en espèces, était insignifiante pour l'entreprise de Munir, mais pour les tueurs, elle représentait la possibilité de régler leurs problèmes financiers pour longtemps. Leur mission était clairement définie. Trouver une femme vivant à Dubaï, déterminer son emploi du temps, choisir le moment où elle serait seule et sans garde du corps, et la liquider rapidement, sans faire de bruit. Pas de menaces, pas de leçons, seulement une décision définitive. Ils ont reçu comme repère son nom, des photos, la marque et le numéro de sa voiture, ainsi que l'adresse de son domicile. Ils ont surveillé Lisa pendant 2 semaines. À Dubaï, où des caméras sont installées à presque tous les coins de rue, cela exigeait de la prudence. Ils ont loué une moto, utilisé de faux papiers et des cartes SIM. Ils ont suivi ses déplacements, les clubs qu'elle fréquentait, la fréquence à laquelle elle changeait d'itinéraire. Ils ont rapidement découvert qu'elle avait une habitude, presque rituelle. Chaque jeudi soir, elle se rendait à un cours de yoga dans un studio du quartier de Jumeirah. Le cours se terminait vers 22 heures, après quoi elle sortait généralement avec ses écouteurs, son tapis de yoga sous le bras, et rentrait chez elle à pied, 15 minutes par le même itinéraire habituel à travers l'une des rues tranquilles. Dans cette ville qui lui semblait sûre, elle se sentait en sécurité. Ce jeudi de fin d'automne 2025 ne différait en rien des précédents. La chaleur avait déjà un peu baissé, l'air était moins étouffant. Lisa avait passé la journée sur un tournage, puis elle avait rapidement dîné et s'était rendue au studio. Elle enfila un legging noir et un haut clair, se plaça dans son coin habituel de la salle et détendit ses muscles au rythme de la voix posée de l'instructeur. À ce moment-là, 2 hommes à moto faisaient déjà le tour du quartier, mémorisant l'emplacement des caméras, le rythme de circulation des voitures, les endroits où ils pourraient passer inaperçus. À 22 heures, elle sortit du studio. Il faisait déjà nuit dehors. Elle mit sa musique, ajusta son sac sur son épaule et emprunta le chemin habituel, le long du muret derrière lequel commençaient les villas. Les caméras montreront plus tard qu'à un des carrefours, une moto avec 2 silhouettes casquées a filé au loin. Ils n'ont pas foncé tout de suite. Ils ont attendu le moment où elle se trouverait dans la partie la plus calme et la moins éclairée du trajet. Personne n'entendit les coups de feu comme tels. Le silencieux avait fait son travail. Pour les rares passants et les fenêtres fermées des voitures, ce ne fut qu'un étrange bruit sourd. Le passager ouvrit le feu lorsqu'ils la rattrapèrent par derrière. 5 balles, 2 dans le dos, 1 dans l'épaule, 2 dans la tête. Elle est tombée presque instantanément. Le tapis lui a glissé des mains, le téléphone a été projeté sur le côté. La moto n'a pas ralenti une seconde. Ils ont continué leur route, ont tourné au coin de la rue et ont disparu dans le labyrinthe des rues. 10 minutes plus tard, l'un des résidents des villas, qui promenait son chien, a remarqué une silhouette sur le bitume et une tache sombre autour de la tête. Les secours ont été rapidement appelés, mais l'équipe d'urgence n'a pu que constater le décès. Pour la police de Dubaï, ce crime a porté un coup à sa réputation. La ville se positionne comme l'une des métropoles les plus sûres au monde, en particulier pour les femmes et les expatriés. Le meurtre d'une mannequin européenne dans un quartier résidentiel calme, qui plus est par balle dans le dos et à la tête, a rapidement fait la une des journaux. Le consulat allemand s'est immédiatement mobilisé. L'exigence d'une enquête complète et transparente n'était pas une simple formalité. Les médias ont commencé à échafauder des hypothèses sur une attaque fortuite, un vol, un crime passionnel. L'enquête a toutefois rapidement réduit le champ des possibilités. Premièrement, le meurtre semblait trop propre pour s'agir d'un simple vol. Son sac, ses bijoux et son téléphone n'avaient pas été dérobés. La cible n'était pas son portefeuille, mais elle-même. Deuxièmement, les 5 coups de feu, dont 2 dans la tête, indiquaient qu'il s'agissait d'un professionnel et non d'un toxicomane paniqué. Troisièmement, le choix du lieu et du moment, un itinéraire habituel, répété semaine après semaine, une rue calme sans caméras inutiles,
indiquaient une filature. La police a commencé par ce qui fournit toujours une première couche d'informations, les caméras. À Dubaï, il n'y a pas un seul endroit entre la porte du studio et les intersections les plus proches où il n'y ait pas au moins quelques objectifs. Sur les enregistrements, ils ont vu une moto apparaître dans le quartier du studio une demi-heure avant sa sortie, puis croiser son chemin à plusieurs carrefours et finalement disparaître juste après le meurtre. Les plaques d'immatriculation se sont avérées fausses, mais l'apparence du véhicule, les particularités du comportement, les vêtements et la position des passagers ont donné des indices. La moto a ensuite été retrouvée brûlée à la périphérie, ce qui n'a fait que confirmer que tout avait été planifié à l'avance. L'étape suivante concernait l'entourage de Lisa. La police a interrogé ses collègues de travail, ses voisins et ses amis. Il est rapidement apparu qu'elle n'avait pas de conflit, de dette ou de lien avec le milieu criminel. Mais il y avait un homme dont tout le monde n'était pas au courant. Ses amis ont déclaré qu'elle avait une relation sérieuse avec un entrepreneur pakistanais qu'elle aimait beaucoup, mais qu'elle était obligée de cacher. Son nom était mentionné de différentes manières, mais dans le téléphone qui a été récupéré après les coups de feu, on a trouvé des messages échangés avec un contact nommé Farhan. Il y avait des photos, des messages vocaux, des discussions sur l'avenir. On y trouvait également les dernières disputes au sujet du fait qu'elle était fatiguée de cacher leur relation et qu'elle voulait qu'il en parle à sa famille. Farhan a été convoqué pour être interrogé. Il a essayé de tenir bon, mais sous la pression des questions et des faits, leur correspondance, ses départs pour Karachi, les pauses étranges dans leur communication, sa défense s'est effondrée. Il a avoué leur relation amoureuse, a raconté sa confrontation avec son père, le conseil de famille auquel il n'avait pas été admis, mais après lequel l'atmosphère autour de lui était devenue glaciale. Il a dit qu'il soupçonnait que le meurtre avait pu être commandité par la famille, mais qu'il ne pouvait pas le prouver. C'est cette phrase qui a orienté l'enquête. À Dubaï, de nombreuses familles riches utilisent quotidiennement des smartphones. Avec l'autorisation du tribunal, la police a eu accès aux données des téléphones et des comptes des membres de la famille de Munir qui se trouvaient aux Émirats arabes unis ou s'y rendaient régulièrement. Ils ont analysé les appels, les messages et les localisations. À première vue, rien. Mais à un deuxième niveau, dans les messageries cryptées auxquelles ils ont réussi à accéder, ils ont trouvé des pièces du puzzle. Chez le cousin Germain, ce même cardinal gris, ils ont découvert une correspondance avec des contacts enregistrés sous des pseudonymes, mais liés à des numéros pakistanais. Il y avait des discussions sur le travail à Dubaï, des montants en dollars, des mentions d'une cible qu'il fallait empêcher de détruire la famille. L'un des messages contenait une photo de Lisa avec la légende « C'est elle ». Un autre contenait des détails sur son itinéraire. Même si le contenu était vague, le contexte et le calendrier coïncidaient trop clairement avec la préparation et l'exécution du meurtre. Lorsque les deux tueurs ont été arrêtés, ils ont été identifiés grâce à la chaîne de contact, au recoupement des données téléphoniques, au matériel loué et à leur déplacement dans la ville. Ils ont d'abord adopté une attitude intransigeante. Mais la pression de la police de Dubaï et la perspective de la peine de mort ont fait leur effet. L'un d'eux a accepté de passer un accord et a fait des aveux. Il a révélé le montant qui leur avait été versé, comment l'argent leur avait été remis par un intermédiaire, comment on leur avait montré la photo de la femme et comment on l'avait décrite comme une menace pour l'honneur de la famille qu'il fallait éliminer. Il a désigné l'oncle comme celui qui coordonnait tout dans l'ombre et le frère aîné Farhan comme le lien qui les avait mis en relation avec le commanditaire. L'arrestation de Munir a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Jusqu'au bout, il était convaincu d'être hors d'atteinte, protégé par son statut, son argent et ses avocats. Mais aux Émirats arabes unis, les lois relatives au meurtre sont strictement appliquées, en particulier lorsque l'affaire prend une dimension internationale.
Le gouvernement allemand s'est déjà impliqué, exigeant non seulement que l'affaire soit élucidée, mais aussi que des sanctions concrètes soient prononcées. Farhan, qui s'est retrouvé face à un choix, se taire pour le bien du clan ou parler pour le bien de Lisa, a choisi la seconde option. Il a donné des témoignages détaillés sur sa conversation avec son père, sur les menaces, sur le conseil de famille, sur les pressions. Aux yeux de sa famille, il est définitivement devenu un traître. Aux yeux de l'enquête, il est devenu un témoin clé. Le procès aux Émirats arabes unis s'est déroulé sous l'œil attentif de la presse. Sur le banc des accusés se trouvaient Munir en tant qu'organisateur, 2 tueurs en tant qu'exécutants, l'oncle et le frère aîné en tant qu'intermédiaires et complices. L'accusation a construit une ligne dans laquelle le meurtre de Lisa était présenté non pas comme un accès de jalousie ou un conflit domestique, mais comme une exécution d'honneur préméditée, initiée par une famille riche contre une femme qui avait osé aimer le mauvais. Lors des audiences, des messages, des relevés d'appels téléphoniques, les témoignages des tueurs et de Farhan ont été présentés. Les avocats ont tenté de faire pencher la balance vers un conflit personnel, affirmant que Lisa aurait manipulé Farhan, détruisant ses liens avec sa famille, mais ces tentatives semblaient dérisoires au regard des faits. Le verdict s'est avéré d'une sévérité sans précédent, mais logique pour le système judiciaire des Émirats arabes unis, qui souhaitait montrer que le crime d'honneur ne pouvait être une justification. Munir, en tant qu'organisateur, et les 2 exécutants directs ont été condamnés à mort. L'oncle et le frère aîné ont été condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le gouvernement allemand a insisté pour que la sentence soit appliquée dans son intégralité et non atténuée par des accords secrets. 1 an après le verdict, les 3 hommes ont été fusillés. Pour le clan, ce n'était pas un acte de justice, mais l'effondrement définitif de leur monde. La tentative de préserver l'honneur s'est soldée par la stigmatisation publique des meurtriers et la destruction d'une entreprise qui avait mis des décennies à se construire. Après le procès, Farhan a quitté les Émirats arabes unis. Il n'est pas retourné à Karachi, bien qu'il en ait eu légalement le droit. Pour sa famille, il était mort, non plus au sens figuré, mais presque au sens littéral. L'homme qui avait conduit la police jusqu'à son père, qui avait témoigné, qui n'avait pas caché la vérité pour préserver les liens du sang. Il s'est installé en Allemagne, le pays de Lisa. Il a obtenu un permis de séjour, a commencé un traitement chez un psychothérapeute, a appris à vivre avec un fardeau qu'aucune excuse ne peut effacer. Dans de rares interviews, il a déclaré que chaque jour, il se posait la question suivante. Aurait-il pu faire plus pour la protéger? Mais on ne peut pas changer le passé. L'histoire de Lisa et Farhan n'est pas seulement une tragédie privée. C'est un miroir dans lequel on voit le conflit entre tradition et modernité, entre amour réel et construction artificielle de l'honneur. C'est un exemple de la façon dont le mal collectif peut naître non pas dans la clandestinité criminelle, mais dans un salon cossu, où des hommes en costume coûteux discutent du sort d'une femme qu'ils n'ont jamais vue. Et c'est un rappel que derrière les belles façades de Dubaï, avec ses centres commerciaux, ses yachts et ses gratte-ciel, peuvent se dérouler des histoires dans lesquelles l'éclat de l'argent et le statut social ne valent rien face à une simple vérité. Personne n'a le droit de décider que l'amour de quelqu'un est une honte qui doit être lavée par le sang.